Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jean-Pierre Chabrol pour la lecture de ses livres. Nous sommes toujours dans les 1001 veillées et aujourd'hui je vais vous lire la deuxième nouvelle de ce livre qui s'appelle Veillée d'un homme seul. Ma vie entière aura été hantée par cette haute silhouette noire dans l'encadrement de ma porte ouverte sur une nuit d'ouragan. Je ne sais plus qui l'a racontée, ni dans quelle veillée j'ai entendu cette histoire. Ce dont je suis tout à fait sûre, c'est que j'étais tout petit et sans doute à moitié endormi sur les genoux de ma grand-mère. Je ne suis même pas sûre de la rapporter exactement. Si souvent je me la suis, hélas, racontée à moi-même. Il était une fois un pauvre garçon, très jeune. Il venait de perdre à la fois son père et sa mère. Il était seul, sans frère ni sœur, sans aucun parent ni ami, personne auprès de qui se réfugier. Il prit donc la route, son misérable baluchon sur l'épaule. Il fit des lieues et des lieues en mendiant son pain, couchant dans les fossés. Il parvint ainsi dans une grosse bourgade dont la rue principale était pleine de gens qui suivaient un corbillard luxueux croulant sous les couronnes et les gerbes. Il n'osa pas, loqueteux, sale qu'il était, se mêler à ces bourgeois, mais il les suivit de loin jusqu'au cimetière dans l'espoir de recueillir beaucoup de piécettes en se plaçant à la porte au moment de la sortie après les obsèques. Malheureusement, ses espoirs furent déçus. Les bourgeois ne le voyaient même pas, ou lui jetaient des regards furieux, comme s'il était particulièrement indécent qu'il se soit placé là, dans cette circonstance. Il faisait si peu attention à lui qu'il commentait librement l'événement, avec passion, sans même baisser la voix. C'est ainsi qu'il apprit que la défunte était la dame du château, une baronne richissime, et qu'elle avait exigé par testament, détail qui les exaltait, d'être mise en bière, couverte de ses bijoux, et de les emporter ainsi avec elle. Des bijoux de très grand prix, une fortune. Toutes les conversations revenaient sans cesse là-dessus. Ils parlaient aussi d'aller se réchauffer devant leur grande cheminée et de s'asseoir devant une table bien garnie. Le jeune gueux resta bientôt seul à regarder la main qu'il tendait, toujours vide. Il était transi. La neige commençait à tomber. Il entendit alors des jurons et des cliquetis dans le fond du cimetière. Il s'y rendit précautionneusement et, caché derrière une tombe, il aperçut deux fossoyeurs qui se hâtaient de mettre en place la dalle d'un caveau, puis de ranger leurs outils derrière le mausolée, avant de prendre leur course en riant vers l'estaminet le plus proche. La neige redoublait. Notre jeune mendiant se vit seul dans le champ des morts, au milieu d'un silence épaissi par de gros flocons. Seul au monde, à geler et à mourir de faim. Il grelottait, incapable de bouger, debout derrière la tombe. Il laissait la neige le recouvrir. Il resta ainsi jusqu'à la nuit tombée, écoutant se taire les uns après les autres les bruits et les cris des bêtes et des gens dans la bourgade derrière le mur de cimetière. Quand il entendit le clocher sonner 12 coups, il s'ébroua. La nuit était très noire. C'est à tâtons qu'il finit par mettre la main sur les outils des fossoyeurs. Quand il arriva à pied d'œuvre, les ténèbres se déchirèrent, dévoilant la pleine lune dont la lueur laiteuse tomba juste sur le tombeau de la baronne. La dalle était très lourde, mais les outils étaient bons et les efforts surhumains qu'il devait produire le réchauffaient et l'excitaient. Il travaillait patiemment, efficacement, sans la moindre fatigue, dans une sorte d'allégresse qui sentait la vengeance. Il parvint, après une bonne heure, à déplacer la dalle suffisamment pour se glisser dans le tombeau. Il n'avait pas de torche, mais juste à ce moment, la lune, toujours complice, glissa sa lueur sur le cercueil d'acajou. Il sortit les vis soigneusement, évitant d'érafler le beau Christ cloué dessus. Il ôtait le couvercle
qu'il déposa le long de la paroi du caveau. La jeune baronne s'offrait à ses regards éblouis, sans mystère, dans tous ses détails, dans toute sa gloire. La lumière de la lune lui allait parfaitement. Si elle n'avait pas eu les yeux fermés, les mains croisées sur sa poitrine et cette blancheur de craie qu'accentuait la lune, il aurait pu la prendre dans ses bras. Son trouble ne dura qu'une minute. C'est sans hâte qu'il détacha le diadème, les boucles d'oreilles, la rivière de diamants, les perles, les broches. Il les enfouissait au fur et à mesure dans sa besace de miséreux. Les bagues lui donnèrent beaucoup de mal, particulièrement celle de l'annulaire droit. Il faillit y les renoncer, mais c'était la plus belle, la plus précieuse, ornée d'un diamant énorme qui flamboyait sous cette lumière blafarde. Il avait beau s'acharner, la bague refusait de glisser. Finalement, il sortit son couteau de poche et trancha le doigt. La bague sortit facilement du côté de la coupure. Il jeta le doigt et machinalement passa la bague à son annulaire droit. Elle lui allait parfaitement. Il était si maigre qu'il avait des doigts de jeune fille. Avant de replacer le couvercle, il contempla un assez long moment la jeune femme. Elle lui était beaucoup plus proche et plus séduisante sans ses bijoux. Il pensait à la belle au bois dormant. Il se sentit attiré. Il se pencha. Il faillit, ce fut d'un cheveu, déposer un baiser sur les lèvres de la belle baronne. Il remit tout en place, très minutieusement, y compris la dalle qui lui parut encore plus lourde que tout à l'heure. La neige tombait de nouveau, et de plus en plus drue, comme pour effacer ses traces, complices elle aussi. Mais la température s'était inexplicablement radoucie. Dès qu'il se fut éloigné du cimetière, sous le ciel limpide, le paysage immaculé, la nature tout entière s'offrit à lui comme un fantastique cadeau de Noël. On dit « bien mal acquis ne profite jamais ». On a tort en l'espèce. Il faut reconnaître que pour un garçon de son âge, dans son état, se trouvant à la tête d'une pareille fortune, il agit avec une patiente sagesse. D'abord, il continua de marcher des lieues, crevant de faim et de froid. Une semaine après, pas avant, il choisit le moins précieux des bijoux, une petite broche qu'il montra à un tavernier sans scrupule, prétextant l'avoir trouvée. L'autre n'en crut rien, bien sûr, et offrit un prix dérisoire, mais suffisant pour démarrer. Dans une autre ville, le mendiant fit grande toilette, acheta des habits bien coupés, de première qualité. Il devint méconnaissable, beau, élégant, et il put se présenter comme un jeune bourgeois, momentanément gêné par des dettes de jeu. Il négociait ainsi son trésor, pièce par pièce, toujours sans se presser, changeant sans cesse de contrée. La liquidation du tout l'occupa plus d'une année. Pour ne pas trop attirer l'attention, il ne dépensait que le strict nécessaire à entretenir le train d'un bourgeois joueur, mais sans jamais jouer. Il se révéla excellent financier, choisissant les placements qui s'avéraient les plus fructueux. 10 ans après, c'était un homme très riche et très solitaire. Seule bizarrerie, dans une conduite aussi constamment raisonnable, il avait gardé la bague. Elle n'avait plus quitté l'annulaire de sa main droite depuis qu'il l'avait enfilée dans le caveau. Pour éviter les questions gênantes, il portait le chaton à l'intérieur de la paume et ne tenait que l'autre main, si bien qu'il passait pour gaucher. Souvent, après avoir vérifié que personne ne pouvait le voir, il faisait faire à l'anneau un demi-tour afin de contempler l'énorme diamant qui semblait avoir conservé dans ses feux la lueur spectrale de la lune sur le cimetière. Il était fasciné par la changeante splendeur de ce merveilleux joyau. Dès qu'il survenait quelqu'un, il retournait le gros diamant dans sa paume, qu'il refermait nerveusement. Même quand il se trouvait en société, il crispait les doigts sur le bijou pour s'assurer de sa présence.
si fort qu'il avait mal, si fort que la pierre avait peu à peu creusé la chair. Cela ne saignait plus depuis longtemps, mais, bien qu'indurée, la blessure, située précisément à l'endroit de l'un des 5 stigmates, continuait, au fil des ans, à se creuser tant et si bien que le diamant disparaissait presque totalement dans les chairs, comme un carnassier dans son terrier. Sans doute en rêvait-il depuis longtemps. Il revint un beau jour, 20 ans après, dans le pays de son premier exploit et de ses dernières humiliations. Les héritiers de la baronne, des gens foutres orgueilleux et crédules, avaient dilapidé leurs biens. Tout était à vendre, château, terre, bois, étangs, la baronnie entière. Il racheta le tout et s'installa, serrant le poing sur le diamant. Il restait seul et ne s'en plaignait pas, au contraire. Jusqu'à ses domestiques qu'il tenait au large, qu'il logeait dans des communs éloignés du manoir, où il tenait à passer les nuits sans témoin. Il s'était parfaitement organisé pour satisfaire largement tous ses besoins et jusqu'au moins avouable de ses désirs. Son landau, rideau tiré, revenait de la ville et y repartait, traversant au grand galop la bourgade où les curieux ne saisissaient de son passage qu'un sillage de cris et de rires féminins. Il était devenu vieux. Il souffrait de tout son corps, mais vaguement. Les mots se déplaçaient en lui en dépit du bon sens, des articulations au cœur, de la tête à l'estomac, de la vue à l'ouïe. Mais ce n'étaient pas des souffrances cruelles, plutôt les manifestations maladroites d'une vie menacée. Comme si son corps tenait à lui rappeler par des fines douleurs ici ou là, soudaines, surprenantes, mais toujours très supportables, qu'il était toujours là et qu'il vivait encore. Quand le dernier de ses domestiques était parti, il prenait place dans son grand fauteuil devant la cheminée monumentale dans laquelle brûlaient 2 troncs de chêne. Il était capable de fixer ainsi la danse des flammes dans la pénombre jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Mais les nuits d'hiver sont si longues. Minuit sonnait au clocher de la bourgade. La neige, qui tombait depuis la veille, s'arrêta brusquement. Alors, l'immense pâleur du paysage réfléchit intensément la lueur blafarde de la pleine lune. Les douleurs menues qui allaient d'un membre à l'autre, alors qu'il était engoncé dans son fauteuil, évoquaient plaisamment pour lui le supplice de la roue quand le bourreau brisait à coups de barre de fer les bras et les jambes du condamné. Soudain, pour la première fois, il eut envie de quitter la bague. Impossible. Il avait engraissé. Son doigt avait démesurément grossi. L'anneau s'y était incrusté. Il tournait, mais impossible de le faire glisser, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. C'est à ce moment-là, juste comme sonnait le 12e coup de minuit au clocher de la bourgade, qu'on frappa à la porte. Paradoxalement, le solitaire n'en fut pas surpris. Pourtant, il fallait que l'intrus ait franchi le pont-levis hissé depuis le crépuscule, qu'il ait longé des couloirs interminables, ouvert plusieurs doubles portes pour parvenir tout droit, silencieusement, sans éveiller l'écho des voûtes horriblement sonores, derrière l'épais panneau de bois ferré pour le cogner avec une force à l'ébranler. Sans cesser de tirer sur la bague, il cria spontanément « Entrez !» L'huis énorme s'ouvrit lentement avec un sinistre grincement. Dans l'embrasure apparut une haute silhouette noire. Une femme décharnée qui leva très lentement le bras droit, ouvrit sa main squelettique, écarta largement 4 doigts. Il manquait l'annulaire. Cependant, le malheureux vieillard sanglotait pour la première fois de sa vie. Il sanglotait, tirant désespérément
spasmodiquement sur l'anneau. Il hurlait sans fin. « Je peux pas vous la rendre, je peux pas !» Évidemment, ce n'est pas exactement ainsi que le conte a été dit pendant cette veillée où j'étais somnolent sur les genoux de ma grand-mère. Et il ne s'est pas gravé au mot à mot dans ma mémoire enfantine. Ce dont je suis sûre, c'est que je ne l'ai entendu qu'une seule fois. Depuis, je me le suis resservi à moi-même, dans mon fort intérieur, si souvent que je l'ai truffé de détails et de considérations de mon cru. Une façon de m'en défendre. Ma tête n'a-t-elle pas toujours fonctionné ainsi? Oui, cette histoire m'a fait beaucoup de mal. Combien de fois n'ai-je pas entendu, au 12e coup de minuit, frapper à ma porte et se dresser devant moi, le spectre agitant ses 4 doigts d'os? Voilà la raison pour laquelle j'ai toujours refusé de porter des bagues, surtout pas à l'annuaire. Je ne crois pas à l'alliance. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine lecture. Ce sera La petite sœur. À bientôt. Au revoir.